On va aborder à partir de maintenant une étude des comportements en fait, du consommateur que nous sommes tous face aux légumineuses et également des points sur l'adoption de produits innovants à base de légumineuses. Nous aurons aussi également des conférences sur l'étude de la consommation, cette fois-ci de légumineuses. Alors on va avoir de la consommation en France et nous aurons également un exemple au Bénin qui nous sera donné. Donc en France, on aura des exemples sur les yaourts au soja et les légumineuses en général également. Et on aura également l'exemple de la consommation en restauration collective, donc un point particulier sur ce type de restauration. Et on aura enfin aussi également une présentation donc, sur l'analyse sociologique des politiques publiques nutritionnelles. Donc on va tout d'abord commencer avec Sandrine Monnery-Patrice. Donc Sandrine est chargée de recherche donc, au Centre des sciences du goût et de l'alimentation, donc on appelle le CSGA, à l'INRA donc, de Dijon. Donc Sandrine a un master en sciences cognitives et un doctorat en psychologie cognitive, donc on change de domaine. Elle vient, je crois, de passer son HDR, il me semble, voilà, lundi, donc c'est vraiment extrêmement frais. Sandrine étudie donc les déterminants à la fois sensoriels, cognitifs et psychosociaux, donc des comportements alimentaires. Alors elle est un petit peu spécialisée sur les enfants et aussi sur la dyade parents-enfants. Et elle s'intéresse tout particulièrement donc aux leviers qui pourraient permettre d'initier des changements de comportement alimentaire et notamment en réponse aux nombreux défis donc sociétaux qui vont toucher notre alimentation. Bien sûr, j'imagine en lien avec un bénéfice santé et bien-être pour les consommateurs que nous sommes tous. Donc Sandrine, je te laisse la parole pour 15 minutes et 5 minutes de questions derrière. C'est bon. Merci beaucoup Valérie. Bonjour à tous, je suis vraiment ravie d'être parmi vous. Merci bien sûr aux organisateurs de cette invitation. Alors jusqu'à présent on était très focalisé sur le contenu de l'assiette, sur les légumineuses. Maintenant on va élargir notre vision et puis on va passer du côté du consommateur. Et donc l'intitulé de cette présentation est « Nouveaux aliments à base de légumineuses. Les consommateurs sont-ils prêts ?» Alors, quelques éléments du contexte sociétal et scientifique. Finalement, la situation telle qu'elle peut être décrite aujourd'hui est celle du paradoxe du mangeur français. En 2017, se sont tenus les États généraux de l'alimentation qui ont consacré une place centrale aux mangeurs responsables et rationnels, de plus en plus sensibles à la durabilité, rattachés à ses choix. La notion de durabilité, c'est vraiment une question qui est tout à fait, une motivation qui est tout à fait récente dans l'histoire du mangeur. Et donc, face à cette recherche de durabilité, on lui propose des super aliments, les légumineuses. Je ne reviens pas sur la catégorisation, en raison de leurs enjeux environnementaux, leur intérêt bien sûr sanitaire et nutritionnel, en raison aussi de leur intérêt d'un point de vue socio-économique. Une année leur a même été dédiée, et pour autant, ces légumineuses restent peu consommées malgré tous les efforts que l'on voit émanant des chercheurs de l'INRA, du CIRAD, etc. Si on fait un petit parcours très rapide au niveau de la consommation dans le monde, l'Europe, on fait vraiment figure de très mauvais élèves. On est en moyenne à 2,7 kg par habitant par an. Et puis, si on zoome sur la France, là, on est à 1,7 kg. C'est des chiffres qui relèvent d'une étude de Métayer en 2016. Et alors là, c'est pour la lentille en particulier. Et puis, si on compare, par exemple, une protéine végétale comme la lentille, on est à 1,7 kg par an par habitant, par rapport à la viande où on est à plus de 60 kg par an par habitant. Dès lors, la question qui va nous intéresser est de savoir comment favoriser un rééquilibrage entre les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Et donc la question qui nous intéressait dans une des études qu'on a conduites était de savoir quels étaient les déterminants de l'appréciation ou du rejet des légumineuses auprès du consommateur tout venant, mais plutôt que de lui proposer des questionnaires des questionnaires qui sont très sensibles à l'effet de désirabilité sociale. Bref, il voit très bien la réponse qui est attendue du chercheur. On va essayer de passer par des méthodes un petit peu plus indirectes, plus implicites, et on va travailler plutôt du côté de ce qu'on appelle les représentations sociales. Alors c'est quoi? C'est les savoirs de sens commun, c'est un savoir naïf. En somme, c'est toutes ces petites connaissances complètement irrationnelles que l'on a par rapport à notre alimentation qui vont complètement influencer et guider nos comportements alimentaires.
Alors ce travail que je vais rapporter ici très simplement est issu du métaprogramme d'IDIT dans le cadre de l'axe équilibre produits végétaux animaux. Alors, je vais juste présenter ici quelques résultats de l'enquête qualitative qui a d'ailleurs été publiée dans le cahier de nutrition et diététique l'année dernière. Alors, concernant la méthodologie, très simplement, il s'agissait de conduire des entretiens semi-directifs auprès de mères d'enfants âgés de 6 à 11 ans. Nous les avions questionnés sur leurs habitudes alimentaires, très large. On ne s'était pas du tout focalisé sur les protéines animales, végétales. Puis on avait proposé des tests d'association, des portraits chinois. Ne vous inquiétez pas, je vais tout développer ça juste après. Et puis après, on finissait par des questions qui vraiment visaient à investiguer leur représentation relative au rééquilibrage entre protéines animales et végétales. On a fait des analyses de contenu thématique. Et puis parallèlement à cela, les enfants, on leur avait demandé de réaliser un dessin qui, donc c'était le dessin d'un repas qui donne des forces. Quelques éléments de discussion à partir des résultats que nous avons obtenus, notamment du test d'association. Donc on avait, voilà, comme introduction, si je vous dis protéines, quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? Et vous allez voir qu'en fait, donc ça c'est la taille du caractère qui correspond bien sûr à la fréquence d'occurrence. Ben voilà, si on parle de protéines, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est très intéressant, c'est viande, ensuite c'est œuf, et puis poisson. Alors tout n'est pas perdu parce que, alors je ne sais pas utiliser le pointeur. Il y a quand même une personne qui a répondu légumes secs, peut-être quelqu'un qui travaillait à l'INRA, que sais-je. Voilà. Après, on a essayé de développer un petit peu pour vous, c'est quoi une protéine? Alors là, vous allez voir, le Wordle est un petit peu plus diffus, un petit peu plus dissolu. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que le concept central, le prototype, finalement, c'est muscle. Une protéine, quand on va creuser, au-delà de l'association première, c'est vraiment cette notion de muscle, de force, de besoin, de corps. On n'est pas du tout dans l'univers du végétal. En fait, ça vient certainement d'une sorte de glissement sémantique lié au terme de régime hyperprotéiné. Les régimes des sportifs, c'est pour voilà, la musculation, etc. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est voilà, ce concept qui est sur l'univers du muscle, du corps, et pas du végétal. Lorsqu'on va analyser, notamment quelques verbatim issus de ces analyses, de ces entretiens semi-directifs, ce qui va être révélé, c'est finalement comment dirais-je, ces connaissances irrationnelles, et notamment par rapport à la viande, qui reste un symbole de force et de masculinité. Citons par exemple cette maman qui est âgée de 43 ans et qui nous dit « Alors moi à la maison j'ai 3 garçons, ils ont du mal à avoir un repas sans viande, j'ai cru comprendre que c'était un peu typique des garçons ». Aussi, la viande a des propriétés, pour le mangeur lambda, des propriétés assez miraculeuses d'un point de vue sanitaire, des bienfaits pour la santé insoupçonnés. C'est important au niveau des neurones, parce que je pense que le cerveau se régénère aussi effectivement avec de la viande. Donc là, on est loin de cette idée que finalement la viande peut avoir des effets peut-être un petit peu délétères pour la santé. Au contraire, c'est même ce qui va nous aider à penser, à être intelligent. On a aussi, alors là on était sur les aspects cognitifs, sur les aspects plus pratiques, sociales. La viande, c'est une habitude culturellement ancrée. On me dit de faire un repas, je vais penser automatiquement à la viande. Je ne vais pas me dire, bon, ce soir, on fait un repas sans viande. Et là, la personne s'était mise à rire. Aussi, là, sur les aspects maintenant sensoriels, on voit que le goût de la viande et le plaisir d'en consommer, c'est vraiment un frein à sa réduction. Je ne sais pas, quelqu'un qui aime son bon steak, même s'il mange un steak de soja, je ne suis pas persuadée qu'il ait le même plaisir. Donc on a un schéma prototypique qui s'organise autour du concept de viande qui est très clairement établi, aussi bien en termes de symbolique, en termes aussi de pratique et en termes aussi de plaisir sensoriel. Quand on passe du côté des protéines végétales, lorsqu'on les interroge, vous allez voir que le concept est très flou. Alors là, par exemple, on a une autre maman qui nous répond, donc âgée de 44 ans, c'est issu d'un légume ou d'une céréale, mais voilà, pour moi c'est flou, j'ai du mal, j'ai des impressions, mais je n'ai pas de connaissances, on va dire ouais, c'est flou, vous voyez, mais ouais, on est tâtonnant, on ne sait pas trop. Et là, c'est la définition peut-être la plus complète que nous ayons reçue de la protéine végétale. Aussi, là, en termes de pratique, ce qu'on va voir, c'est que c'est vraiment les laissés pour compte de la cuisine. Les steaks de soja ou de tofu, franchement, ça ne m'inspire pas du tout. À la limite, je préférerais manger des sauterelles. Vous voyez, donc voilà. Aussi, il y a une absence d'ancrage culturel. C'est des choses qu'on n'a jamais mangées, des choses. On n'est même plus dans le registre alimentaire. Aussi, on a observé une absence d'appropriation par rapport à nos normes sociales. Ceux qui sont végétariens,
ou végétaliens, donc les autres, ceux-là, il les remplace justement par des choses bio. On retrouve le concept de choses, donc non alimentaires. Je ne sais plus comment ça s'appelle, tofu ou je ne sais quoi. Enfin, je suis pas trop experte en ça. Là encore, il faut être expert finalement pour comprendre de quoi on parle. Et ça va même jusqu'à la suspicion. Ça me paraît pas appétissant. Et puis il y a toutes ces idées de soja transgénique. C'est un peu un aliment rebut pour moi. Portrait chinois, donc là, vous savez, c'est des choses assez classiques qu'on utilise beaucoup en sciences sociales. Si la viande était une personne, quel serait son sexe, son âge, sa profession? Et on a fait la même chose, évidemment, pour la lentille. Alors, c'est un jeu qui peut vous paraître un petit peu étonnant, mais je peux vous assurer que les mangeurs qu'on interroge, en général, adorent ce type de petits tests. Alors, pour la viande, c'est un homme boucher de 30 ans. La lentille, c'est une femme de 20 à 30 ans, voilà, plutôt secrétaire ou vendeuse. Je vous assure, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir en fait tous ces pensées finalement assez archaïques qui s'instaurent autour de cette représentation qui pour vous en tant qu'expert peut paraître étonnante. Mais donc on voit bien que quand on va parler de substitution de l'un par rapport à l'autre, on voit bien qu'il y aura des dommages collatéraux au niveau évidemment du genre. Quelle serait sa couleur préférée, son état de santé? Ben voilà, bon état de santé pour la viande, et sa couleur serait le rouge. Mais ce qui est intéressant, c'est le bon état de santé. Finalement, il n'y a pas cette idée que la viande dont la consommation excessive pourrait générer finalement peut-être des effets délétères pour la santé. Et on a le même rapport à la santé pour la lentille. Donc il n'y aurait pas finalement de bénéfices à communiquer sur les bénéfices santé. Inconsciemment, on ne sait pas ce qui domine par rapport à la lentille. Parmi les leviers identifiés par les mangeurs, il y a différentes stratégies qui ont été évoquées spontanément par les personnes interrogées. Il y a le fait d'informer, d'expliquer quels sont les aliments qui sont équivalents à la viande en termes d'apport, augmenter les reportages à la télé pour informer la population. Ça, c'est vraiment des choses importantes. Même si la télé peut vous sembler has-been, c'est encore quelque chose qui est demandé par les consommateurs. Instaurer une taxe pour tout achat de viande, mais surtout éduquer les enfants par l'apprentissage. Il y a vraiment quelque chose, un levier ici, et j'étais assez surprise de voir tout finalement les développements, les innovations qui ont un petit peu exclu cette population qui semblait être vraiment un levier intéressant. Et puis le fait de manger de la viande uniquement le soir, le midi, et pas le soir, donc une démarche vraiment de réduction, mais pas de substitution. On voit vraiment qu'il reste encore des freins cognitifs, puisque la symbolique de la viande persiste au fil du temps, marqueur de force, de masculinité, avec des vertus sanitaires exceptionnelles, et puis un frein sensoriel et social. On refuse le changement, en fait, pour éviter la dissonance cognitive. C'est-à-dire, on a vu, par exemple, que les fortes consommatrices de viande refusaient d'envisager une réduction, à la fois pour limiter le coût hédonique associé à un tel changement, à la perte de plaisir, mais également pour éviter d'ébranler une routine culturellement bien ancrée et qui fonctionne bien. Dans un deuxième temps, nous avons un volet expérimental à cette étude où là, nous avons essayé de combiner des approches à la fois indirectes et directes que je vais développer, mais surtout l'originalité, c'est qu'on a étudié justement des enfants âgés de 7 ans et demi à 11 ans et puis des jeunes adultes, c'était des étudiants en fait d'origine assez diverse au niveau universitaire. Et donc, dans un premier temps, on leur a demandé, pour évaluer ces déterminants plutôt d'ordre affectif, émotionnel, on a fait une tâche d'évocation. Cela te donne envie d'eux, et on présentait des différentes images alimentaires, parmi lesquelles figuraient des légumineuses, et on recueillait simplement les verbatims. Souvent, c'est des verbes d'action, manger, vomir, rien. Et on analysait la valence plutôt positive ou négative des propositions. Et ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'on a soit les légumineuses qui sont moins inspirantes. Ah, j'ai perdu le petit point rouge. Bon, c'est là. On a plus de rien. Ça ne nous inspire pas grand-chose, à vos souhaits. Soit on a plus de valence négative pour les légumineuses par rapport aux autres aliments. On a aussi, afin d'évaluer plutôt les déterminants d'ordre cognitif, proposé une tâche de catégorisation. C'est très simple, on présente des aliments de différentes catégories alimentaires, légumineuses, légumes, etc. Et puis on demande de mettre ensemble les aliments qui vont bien ensemble selon le participant. Donc c'est vraiment une tâche très simple. Et là, on lui demandait de faire 6 catégories. Ce qui est très intéressant, c'est l'analyse de correspondances multiples qui permet de mettre en évidence finalement que... Alors, c'est pas très clair, mais bon, vous pouvez me faire confiance. Les fruits sont relativement bien catégorisés, comme une catégorie à part. Les viandes, poissons, œufs également. Les fromages également. Et par contre, les légumineuses sont complètement amalgamées aux féculents ou aux légumes. Ce n'est pas une catégorie à part. Ce n'est pas une catégorie qui est pensée comme étant justement relevant d'une catégorie conceptuelle bien marquée avec des propriétés spécifiques.
Ce qui veut vraiment dire qu'il y a un problème d'information à ce niveau-là. Et c'est vrai que la modification récente de la pyramide nutritionnelle au niveau du PNNS n'a pas encore porté ses fruits, notamment dans les représentations. Aussi bien, alors là, je vous ai présenté le résultat chez l'enfant. On a exactement la même tendance, les mêmes observations chez les jeunes adultes. Alors, on a comparé ces résultats, évidemment, aux résultats du questionnaire et on leur a demandé comment vous aimeriez manger ces aliments. Alors, on ne leur parlait pas de légumineuses, on leur parlait juste des aliments qui étaient présentés en photo. Je vais juste zoomer sur les réponses obtenues pour les légumineuses. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les enfants, comme les adultes, veulent systématiquement manger ces aliments avec de la viande, dans le cadre d'un plat typique qui correspond à un script culinaire bien ancré. Par exemple, les pois chiches, c'est dans le couscous, les lentilles, c'est avec des saucisses, et puis les haricots rouges, par exemple, c'est dans le chili. Donc voilà, on n'a pas du tout cette démarche de rééquilibrage ou de substitution, puisque c'est un aliment qui accompagne évidemment le pilier central qui est incarné vraiment, alors sans jeu de mots, par la viande. Ce qui est également apprécié dans les légumes, finalement, c'est le goût et la texture. Mais là, il y a certainement un effet de proximité, justement, avec, par exemple, le cas du couscous est vraiment édifiant, puisque c'est l'un des plats les préférés, en fait, des consommateurs français. Et donc, on va aimer ces aliments parce qu'ils sont associés à un script culinaire, en tout cas, qui est hautement valorisé et apprécié. En somme, pour modifier les comportements alimentaires, et si on en croit les sociologues, il faut agir sur plusieurs leviers. Parmi ces leviers, et bien sûr, il y a une dimension cognitive. On l'a vu à partir de la tâche de catégorisation, aussi à partir de cette tâche d'association, toutes ces valeurs erronées, toutes ces connaissances irrationnelles qui circulent autour, notamment à la fois des protéines végétales, mais qui aussi mésestiment la place finalement des protéines d'origine végétale. Donc là, pour ça, il n'y a pas 50 000 moyens de modifier ces représentations. Il faut informer. Donc il y a vraiment un effort de communication, effectivement, pour pouvoir modifier in fine ces représentations. En modifiant ces représentations, on va effectivement, in fine, travailler sur la dimension sociale, en conduisant, en réorientant, en somme, nos conduites et nos habitudes alimentaires, en valorisant de plus en plus de scripts culinaires qui vont intégrer au centre du repas, effectivement, ces légumineuses, et aussi valoriser vraiment une démarche de réduction de la portion carnée, mais certainement pas de substitution. Les consommateurs ne sont pas encore prêts, effectivement, parce que cette substitution, en fait, aurait un tel coût hédonique qu'il empêcherait ce coût hédonique de rendre ce changement pérenne. Pourquoi? Alors donc là, on est vraiment sur la dimension sensorielle, travailler le goût et le plaisir grâce à des scripts culinaires, des recettes innovantes, des recettes végétalisées qui soient appétantes, qui soient sexy. On a vu finalement la communication sur la valeur santé, peut-être que c'est pas forcément le bon levier, le levier plaisir, et tout ce que j'ai vu effectivement va aussi dans ce sens, me semble être une bonne option pour pouvoir in fine rejaillir finalement sur cette dimension cognitive, sur ces représentations et favoriser un cercle vertueux. Alors, les consommateurs sont-ils prêts? Bon, j'ai pas vraiment répondu très directement à cette question. Ce que j'ai montré, c'est que, effectivement, d'un point de vue cognitif, d'un point de vue sensoriel, il y a quand même un certain nombre de freins. En tout cas, il y a une catégorie de consommateurs qui est complètement prête. En fait, ce sont les enfants. Et je vais juste pour terminer, illustrer mon propos à partir de 2 dessins, en fait, qui sont issus des 2 enfants, dont la maman parlait de l'importance de la viande un peu typique des garçons, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand ces 2 garçons m'ont proposé un dessin, il y avait pour le premier, je ne sais pas si vous voyez correctement, alors je vais juste, voilà, c'était des œufs avec des haricots verts, et on voyait ici sur le deuxième enfant de 10 ans, donc là on avait des lentilles, des petites tomates, je ne me rappelle plus, je crois que c'était des figues, du pain, et puis un petit peu de beurre fondu, et puis une pomme. Donc en fait, c'est marrant parce qu'on avait vraiment un décalage entre le discours des parents et le discours des enfants, et d'ailleurs en perspective, nous envisageons, et c'est un projet qui est financé par l'ANR et qui va démarrer dans un mois, justement de travailler sur un projet de recherche-action à l'initiative de la ville de Dijon, en collaboration avec le Centre des sciences du goût et de l'alimentation et des partenaires associatifs, justement pour essayer de revaloriser ce qu'on appelle pudiquement les alternatives végétalisées dans les cantines scolaires, alternatives qui font encore aujourd'hui l'objet de beaucoup de gaspillage alimentaire. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci Sandrine pour cette présentation qui est toujours riche d'enseignements.
et qui complète parfaitement toutes les études consommateurs qu'on peut voir par ailleurs. Donc, merci. On a le temps pour une question, puisqu'on est assez serré par le temps. Merci de nous avoir tenus éveillés à l'heure de l'hypoglycémie postprandiale. Donc Guy Delaval, à Nantes, j'ai plusieurs questions, mais bon, il n'y en a qu'une. Quand vous parlez des déterminants cognitifs, vous avez montré je ne sais pas si une ACP. Je n'ai pas bien compris l'interprétation et comment vous pouvez interpréter alors que je crois que vous avez à peu près 50% de la variance qui est expliquée. Et deuxièmement, à la fin, dans les différentes dimensions, je me demandais s'il fallait introduire une dimension économique comme le consentement à payer ou pas. Enfin, qu'est-ce que vous envisagez de le faire ou faudrait-il pas le faire? Alors, pour répondre à votre première question, effectivement, il y a ce résultat, j'ai d'autres résultats qui me permettent en fait d'étayer. Alors peut-être sur l'ACP, celle que je vous ai montrée n'est peut-être pas la plus flagrante parce que c'est celle qui a été mesurée chez l'enfant. Et l'enfant, il y a une très très forte variabilité des résultats. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus resserré et voilà, on a un facteur expliqué qui est plus important. C'était une analyse en composantes multiples et voilà, c'est vraiment cette proximité. Alors effectivement, j'ai fait un espèce de petit parcours d'images de résultats. Évidemment, ces résultats à l'appui d'autres résultats qui me permettent vraiment de corroborer cette hypothèse finalement d'un manque de connaissances et puis d'une catégorisation qui finalement n'est pas très efficiente pour, voilà, comme disait Lévi-Strauss, pour qu'un aliment soit bon à manger, encore faut-il qu'il soit bon à penser. Et là, on voit bien qu'on a du mal à penser ces aliments, et en tout cas qu'on les pense mal et qu'on les associe à d'autres aliments. Pour répondre à votre deuxième question, que évidemment j'ai oubliée, c'était... Alors ça, c'est une super idée. C'est ce qu'on fait avec Stéphane Marette, justement, dans l'économie expérimentale. Mais là, pour l'instant, les manips n'ont pas encore démarré. Justement, il y a un projet d'ANR, justement, qui intègre ce type d'aspect. Alors, moi, je suis plus spécialisée chez l'enfant. Donc, ma clé d'entrée, c'est vraiment l'enfant. Voilà, je regarde le comportement vers le prisme de l'enfant. Donc, du coup, par le prisme de l'enfant, donc j'ai pas cette variable économique. Par contre, je travaille avec des collègues qui, évidemment, eux, vont être dans une dynamique aussi intégrant l'adulte et donc le consommateur. Mais c'est une très bonne remarque. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et bien maintenant, j'appelle Juliana Mélandrès Ruiz du CSGA de Dijon, qui va... Bonjour à tous, je m'appelle Juliana Melendres et je fais ma thèse sur la compréhension des freins à la consommation de légumes secs par les adultes français. Et cette thèse est financée par l'Institut Carnot-Calimont et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de notre étude. Ce que disent les consommateurs, ce n'est pas forcément ce qu'ils font. Pour commencer, un peu de contexte assez vide. Comme on a pu voir ce matin, parmi les nombreuses classifications de légumineuses, donc au niveau européen, mais aussi au niveau français et même au niveau international. Et pour notre étude, et à partir de maintenant, je vais parler des légumes secs comme étant les grandes légumineuses qui sont récoltées à maturité, faciles à conserver de façon naturelle et dédiées pour la consommation humaine. On sait que la culture des légumes secs a plusieurs atouts au niveau environnemental et il permet la fixation d'azote et donc augmenter la fertilité du sol. Également, il a une émission très faible de carbone et ces atouts permettent de maintenir ou augmenter la diversité des agrosystèmes. Côté nutritionnel, comme on a vu ce matin, donc les légumes secs, ils sont riches en protéines, en acides aminés essentiels, surtout en lysine. Ils contiennent des glucides, ils sont pauvres en lipides, ils sont des fibres abondantes et ils sont des micronutriments importants comme le fer. Et côté santé, dans les dernières études, il a été démontré qu'une consommation fréquente de légumes secs, et spécialement des lentilles, peut avoir une réduction dans les risques de souffrir des maladies, surtout des diabète type 2 ou des maladies coronaires. Également, dans une autre étude, il a été démontré qu'une consommation fréquente de légumes secs peut avoir un effet positif sur le poids grâce à son effet rassasiant et son index glycémique bas.
Jusqu'à l'année dernière en France, les légumineuses étaient classées dans les groupes de féculentes, mais grâce à leur richesse en protéines et en fibres, ils se sont dissociés des féculentes et maintenant ils sont un nouveau groupe à part entière. Par conséquent, le Haut Conseil de santé publique en France a recommandé une consommation d'au moins 2 fois par semaine pour les consommateurs. Maintenant, malgré ces évidents bénéfices pour l'environnement, mais aussi pour la santé humaine, la consommation de légumes secs en France, il reste très faible. Si on regarde, en 1920, c'était à peu près de 7 kilos par personne par an, mais en 2016, cette consommation, c'était à peu près 1,7 kg par personne par an. Selon l'ANSES, cette consommation moyenne, elle est très faible et devrait être augmentée plusieurs jours par semaine. Si on compare aux autres pays comme en Espagne, en 2016, la consommation c'était entre 5 et 7 kg par personne par an. Donc, comprendre les raisons de cette faible consommation de légumes secs en France reste primordial. C'est pour cela que l'objectif de notre étude, c'était de comprendre les représentations de légumes secs chez des consommateurs français non végétariens. Et une représentation mentale, c'est une image qu'un individu a d'un produit, une personne, une idée ou une situation. Ces représentations mentales, ils vont affecter les jugements, mais aussi les choix des consommateurs face à un produit. Pour comprendre les représentations mentales des consommateurs, on peut utiliser 2 méthodes. Et des méthodes directes, comme les questionnaires ou les enquêtes, où on va rassembler de l'information sur les attitudes et les comportements, mais qui présentent des limites, comme par exemple la possible présence de son biais. Les biais les plus connus, c'est les biais de la désirabilité sociale, où le participant va essayer de donner la meilleure image positive de lui-même à la personne qui l'interroge. De l'autre côté, on a les méthodes dites indirectes. Et ici, ce type de méthode nous apporte des réponses non littérales. Et plutôt que de demander directement à la personne sur leur comportement d'achat ou sur leur motivation, on va poser les questions en fonction aux autres personnes ou des situations imaginaires. Pour notre étude, on a décidé d'utiliser et de combiner ces 2 méthodes. Les méthodes dites directes par un questionnaire en ligne et les méthodes indirectes par une mise en situation de la vie réelle. Comment on a fait pour développer ces 2 approches? Donc, d'abord, on a recruté 120 participantes, 60 hommes et 60 femmes, françaises, non végétariennes. Et les 120 participants ont fait les 2 tâches. La première tâche, c'était l'approche indirecte, qu'on va l'appeler la composition des plats. Pour cela, on a développé un pool de 20 images d'aliments où il y avait 4 groupes de produits différents. Les viandes, poissons, œufs, les légumes secs, les féculents et les légumes. En parallèle, on a créé 6 scénarios différents qui reflétaient des situations de la vie réelle où les participants peuvent être confrontés à faire un choix alimentaire pour faire un plat principal. Donc, par exemple, faire un plat principal tous les jours pour les invités, pour une vie végétarienne ou avec un budget restreint, ou aller à la cantine ou dans un restaurant étoilé. Le déroulement de la session, c'était le suivant. Les participants arrivaient au laboratoire pour une session individuelle et ici, en face, sur la table, il y avait les 20 images. L'expérimentateur d'abord demandait aux participants d'identifier chacune des images sur la table et une fois il avait identifié toutes les images, le premier scénario il était présenté. Par exemple, dans le cadre d'un repas quotidien chez vous, vous devez vous préparer à manger. Dans cette situation, composer un plat principal à l'aide de 3 images. Les participants, pour sa part, ils devraient prendre en compte les scénarios, se projeter dans cette situation, regarder les images qu'ils disposaient sur la table et choisir les 3 images pour composer son plat principal. Pour chaque scénario, chaque participant devait composer en total 100 plats différents. Et une fois il avait complété les 100 plats différents, un nouvel scénario il a été présenté. Une semaine plus tard, les mêmes 120 participants ont fait la deuxième approche dite directe, que c'était le questionnaire en ligne. Donc ici, les participants, on demande aux participants de ranger les aliments selon leur perception des propriétés du produit et on a utilisé 16 produits de 20 produits présentés dans la première tâche. Et en total, il y avait 10 questions différentes. Donc les participants, face à l'ordinateur, sur l'écran, il y avait quelque chose plus ou moins comme ça, où il y avait la question, par exemple, en bouffant de vos habitudes, ranger l'aliment selon la difficulté de préparation, suivi par l'image de l'aliment et une échelle à 100 points où il devait répondre.
Le côté gauche de l'échelle, c'était toujours les scores plus faibles et le côté droit, c'était pour les scores plus élevés. Donc, par exemple, les produits qu'il considérait qu'il aimait le plus, qui c'était plus cher, plus sain, plus écologique, plus sophistiqué, plus consommé, plus difficile à cuisiner, plus adapté pour un régime végétarien avec un plus haut contenu protéique ou plus consommé par les hommes, que c'était les 10 questions en total. Les résultats principaux de notre étude sont les suivants. Si on regarde les choix total dans tous les scénarios confondus, une des premières choses qu'on voit, c'est la faible utilisation des légumes secs dans la composition des plats principaux avec un 10%. Dans les groupes de légumes secs, les produits les plus choisis pour faire la composition des plats, c'était la lentille et les moins choisis, c'était les pois chiches et l'haricot blanc. Ces résultats pourraient s'expliquer par le fait que dans les questionnaires, les personnes ont déclaré les légumes secs comme étant les produits les moins aimés et les moins consommés à part la lentille. Une fois nous avons regardé les choix généraux, nous nous sommes intéressés au premier choix dans la composition des plats. Ce premier choix va nous renseigner sur comment les participants ils font leur plat principal et c'est quoi l'élément central de celui-ci. Et on peut observer à nouveau que pour notre étude, la construction des plats, c'était autour des produits d'origine animale avec 45%. Et cela, on pourrait l'expliquer par plusieurs points. Un des premiers points, c'est le résultat de l'histoire de l'alimentation française où il y a un ancrage important et un statut de prestige pour la viande. Et c'est parce qu'en effet, une définition culturelle d'un repas approprié est un déterminant majeur de la taille, mais aussi de la composition du plat. Mais également, on peut avoir un effet sur les communications du repère du Programme national de nutrition santé en France qui recommande aux consommateurs spécifiquement construisez vos plats principaux autour d'une portion de viande, de poisson, de jambon ou d'œufs, accompagnés de légumes et de féculents comme pommes de terre, pâtes ou légumes secs. Dans ces cas-là, et par conséquent, les légumes secs sont plutôt utilisés comme étant des accompagnements au même titre qu'un légume ou qu'un féculent. Après, nous nous sommes intéressés à voir les associations qui ont fait les participants dans les différents plats. En total, il y avait 11 associations possibles et ici, je vais vous présenter les 6 associations plus utilisées pour les consommateurs. Donc, on peut voir que c'est évident, l'association plus souvent utilisée par les consommateurs, c'est l'association des produits carnés, viande, poisson, œufs, avec un féculent et avec un légume, avec 45%. Et après, si on veut voir les légumes secs, donc à peu près 18% des fois, les légumes secs, il était associé dans un plat où il y avait une protéine d'origine animale, accompagnée soit avec un légume, soit avec un féculent. Et on peut voir que très peu de participants ont utilisé des associations dans les plats où il y avait des légumes secs avec des féculents ou des légumes. Et également, nous nous sommes intéressés pour voir comment les participants ils utilisent les légumes secs dans les différents scénarios. Et nous nous sommes rendus compte qu'ils vont les choisir différemment. Ils vont choisir plus souvent les légumes secs dans les scénarios végétariens et dans les scénarios restaurants et cantines. Les 2 points communs dans ces 2 scénarios, c'est qu'ici, les participants n'ont pas besoin de cuisiner. Ils sont projetés dans une situation où ils n'ont pas besoin de cuisiner. Ces résultats vont dans le même sens que dans les questionnaires, où ils ont déclaré que les participants considèrent les légumes secs comme les produits les plus difficiles à cuisiner, à part la lentille, et les groupes d'aliments les plus adaptés au régime végétarien avec les légumes. Également, on a trouvé des différences individuelles entre les participants, mais uniquement avec notre approche indirecte. Donc, les pois chiches et les haricots rouges ont été plus souvent choisis par les participants de moins de 40 ans et les haricots blancs étaient plus souvent choisis par les hommes de moins de 40 ans et les femmes de plus de 40 ans. Nos résultats vont dans le même sens qu'une étude faite en Finlande qui a trouvé qu'il y a une consommation plus fréquente d'haricots pour les jeunes consommateurs. Mais par contre, une étude faite en Canada a trouvé une plus faible consommation de légumes secs parmi les jeunes consommateurs. Contrairement à notre étude, ces 2 dernières études ont utilisé des méthodes directes et ont mis en évidence aussi que le niveau d'éducation ou que la composition des foyers peut avoir un effet sur la consommation de légumes secs, mais dans notre étude, on n'a pas trouvé des effets sur ces 2 points.
Donc, finalement, on s'est dit, par rapport à la faible utilisation des légumes secs et par rapport à les associations que les participants ont fait, si c'était un problème de connaissances. Mais en effet, dans les questionnaires, on s'est rendu compte que les participants, ils ont des connaissances par rapport aux légumes secs. Ils les considèrent plutôt bons pour l'environnement et pour la santé, derrière les légumes. Et ils sachent que les légumes secs, ils sont des protéines, ils sont plutôt riches en protéines derrière les produits animaux. Mais malgré ces connaissances, les choix de légumes secs dans la tâche indirecte étaient très faibles. Donc, on peut se demander est-ce que ces informations sont suffisantes pour changer les comportements des consommateurs envers les légumes secs. Selon la littérature, la manque d'informations, c'est une des barrières principales pour ne pas adopter un régime à base de plantes. Mais les connaissances sont considérées comme nécessaires, mais ne sont pas suffisantes pour faire des choix alimentaires plus sains et durables. Comme conclusion et perspective, donc la complémentarité de ces deux approches, l'approche indirecte et l'approche directe, nous a permis d'identifier quelques barrières. Donc des barrières à la consommation de légumes secs liées surtout à la difficulté de préparation, à la faible appréciation des légumes secs par rapport aux autres produits, à l'image d'un aliment fortement associé au régime végétarien, donc c'est pour les végétariens, c'est pas pour moi, à la place centrale de la viande qui renvoie les légumes secs à un simple rôle d'accompagnement. Mais également, on a pu identifier des leviers pour augmenter cette consommation et plus de communication sur leurs prix avantageux. On attendait que dans les scénarios où il y avait une contrainte budgétaire, les consommateurs allaient utiliser plus souvent les légumes secs, mais ce n'était pas le cas. Ils l'utilisaient pareil comme dans les scénarios tous les jours. Et également, dans les questionnaires, ils ont déclaré que les prix des légumes secs, c'était ni bon marché, ni cher. C'était moyen. Mais également, c'est important de communiquer sur de nouvelles façons de préparer, de consommer, de où consommer les restaurants, la cantine, mais également comment combiner ces produits dans les assiettes. Et de l'autre côté, on peut penser aussi au développement de nouvelles stratégies adaptées à l'âge ou à genre du consommateur. Finalement, je veux remercier à toute mon équipe de travail, Quentin Boutois, Stéphanie Chambaron, Sandrine Monnery-Patrice, Gaël Arbicene, à toutes les techniques, Francis Griffon, Jacques Maretre et Cédric Serrano, aux 120 participants, et je vous remercie pour votre attention. Non. Merci Juliana. On a également un petit peu de temps pour une question qui est dans la salle. Alors moi, je vais vous poser une question. Ça complète tout à fait ce qu'a montré Sandrine tout à l'heure. Alors, on est vraiment sur les légumes secs. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un besoin d'aller plutôt vers une proposition de produits transformés plus pratiques. Donc ma première question, c'est est-ce que dans vos questionnaires, justement, vous avez été plus loin sur la manière dont ils souhaiteraient voir présenter ces produits? Et l'autre question est par rapport au soja, par exemple, qui est du coup très à part, je pense, par rapport aux légumes secs. Vous n'en avez pas, enfin, c'était pas dans le champ de votre étude, mais juste avoir votre avis sur la manière dont serait perçu cet aliment. Ok, donc d'abord, dans notre questionnaire ici, on n'a pas demandé par rapport à comment il consommait ou dans quel type de présentation il aimerait trouver les légumes secs, mais c'est une des questions qu'on va poser pour la partie suivante de ma thèse. Donc, il est dedans. Et pour la partie soja, pour ma thèse, on a décidé de rester vraiment centré sur les légumes secs parce que c'est tellement vaste. Il y a plein de classifications et tout, donc on a décidé de rester sur les légumes secs, mais je sais que les soja, je pense personnellement que c'est différent et qu'il peut y avoir des représentations mentales différentes dans les consommateurs français. D'accord, merci beaucoup. Merci. Donc j'appelle maintenant Lorraine Akisoé, qui vient de l'IRD, qui va nous parler, qui va nous donner une autre illustration de la consommation légumineuse, puisque là il va s'agir de la consommation du niébé en milieu urbain au Bénin, et puis de la même manière les freins à sa consommation. Et donc là on est sur une flash communication, donc 3 minutes, et puis on prendra les questions juste après.
Alors bonjour, je suis Lorraine Akisoé, je suis doctorante à l'UMR NutriPass à l'IRD et ma présentation porte sur les fréquences et formes de consommation du niébé en milieu urbain au Bénin et les potentiels freins à sa consommation. Alors le niébé est une légumineuse très largement retrouvée dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et cette étude est réalisée dans le cadre du projet ICOPI, qui est un projet de recherche collaboratif entre le CIRAD, l'IRD et la Faculté des sciences agronomiques à l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Et l'objectif de cette étude est de proposer des pistes d'innovation technologique afin d'améliorer la qualité nutritionnelle des plats à base de niébé, tout en se basant sur les attentes des consommateurs. D'où la nécessité de réaliser un état des lieux sur la consommation du niébé et les potentiels freins à sa consommation. L'étude a été réalisée au sud du Bénin, dans un milieu urbain qui est la ville de Cotonou, où un échantillonnage aléatoire à 2 degrés a été fait. Et nous avons réalisé l'étude sur 641 enquêtés dont l'âge était compris entre 19 ans et 65 ans. Le questionnaire portait sur les fréquences et formes de consommation du niébé, la quantité de chaque plat de niébé consommé, quantité évaluée à l'aide d'un catalogue photo et la perception des consommateurs par rapport au plat de niébé. Et les données ont été collectées numériquement à base de tablettes tactiles et analysées avec le logiciel R. Alors, sur l'ensemble des 6 légumineuses qui ont été recensées dans le milieu d'études, le niébé apparaît comme la légumineuse la plus consommée, car seulement 2% de la population enquêtée ont répondu ne jamais en consommer. Et environ 87% des consommateurs en consomment au moins une fois par semaine. Et 3 à 5 formes sont consommées par 60% des consommateurs au cours de la semaine précédant l'enquête. Et les formes qu'on peut distinguer peuvent être des plats mixtes, c'est-à-dire préparés en combinaison avec des céréales. Nous pouvons retrouver aussi des ragoûts de niébé de différentes variantes, des beignets de niébé et aussi de la purée de niébé. Et en ce qui concerne les quantités consommées, ça varie en fonction des plats, entre 100 et 400 grammes. Et la quantité totale de niébé consommée par personne en semaine avoisine 0,7 kg. En ce qui concerne les freins à la consommation, nous pouvons avoir les troubles digestifs. Et lorsque nous avons posé la question à toute la population enquêtée, quelles pourraient être les raisons influant sur la consommation du niébé, 41% de la population enquêtée ont répondu comme raison principale l'inconfort digestif. Et parmi les consommateurs, nous avons 40% qui ont évoqué les troubles digestifs, dont les plus cités sont la flatulence et les douleurs abdominales. Nous avons aussi le manque d'attrait au plat, qui est la raison la plus citée par l'ensemble des non-consommateurs des différents plats. Alors, notre étude nous a permis de montrer que le niébé est une légumineuse très consommée, mais sa consommation est parfois influencée par certains facteurs. Et pour la suite de l'étude, nous envisageons réaliser une enquête en milieu rural et afin d'évaluer les dissemblances et les ressemblances en fonction du milieu de résidence, et aussi évaluer la composition nutritionnelle des plats à base de niébé pour déterminer leur couverture aux besoins nutritionnels. Merci. Merci. On va prendre du coup une question maintenant, puisque le sujet suivant est assez différent. Oui, merci Lorraine. Du coup, j'ai une question. Ceux qui ne consommaient pas de niébé, quel que soit le plat que tu as présenté, en fait, quel était l'aliment de substitution? Qu'est-ce que consommaient ces consommateurs, du coup? Alors, nous n'avons pas posé de questions sur ça durant notre enquête, mais l'hypothèse de base pourrait être, est-ce lié à la transition alimentaire ou bien aux perceptions organoleptiques des plats de niébé? Donc, j'ai une question très rapide. Est-ce qu'il y a des cas, quand vous indiquez ragoût,
C'est du niébé qui est préparé avec de la viande ou non, c'est juste que c'est cuit longtemps. À l'eau. Oui. Est-ce qu'il y a des cas où il y a de l'association, comme nous on le fait traditionnellement, de viande avec le niébé ou pas du tout? Oui, très souvent, mais en fonction du statut socio-économique de la personne. Et ça, est-ce que c'est des choses qui progressent, en tout cas au Bénin? Est-ce que vous voyez une progression? Et merci beaucoup. Et maintenant, je vais demander à Hugo Fernandez Inigo de venir nous parler davantage politique publique avec débat et controverse autour de la place des légumineuses dans la construction des politiques publiques alimentation, nutrition, santé. Donc Hugo, à toi, 3 minutes et des questions juste après. Bonjour à tous, donc je change de casquette pour quelques minutes. Donc je vais vous présenter mon étude qui a été menée lors d'un stage de fin d'études, donc de 6 mois au sein de l'UMR Agir à Toulouse. J'ai été encadré par Antoine Doré et Marie-Benoît Magrini. Donc c'est un stage qui portait sur la sociologie. Il a été notamment financé par le projet Leg Value, qui est un projet européen qui promeut le développement durable des légumineuses dans l'Union européenne. Donc premier constat, les repères de consommation alimentaire intègrent les légumineuses aujourd'hui. Donc comme notamment Juliana l'a évoqué, le PNNS qui est en cours de publication, PNNS 4, va intégrer les légumineuses comme groupe à part entière. Donc le repère de consommation alimentaire, je vous ai fait un tout petit rappel ici, mais on l'a vu avant, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Juste pour rappel, les premiers repères ont été émis en 2001 et ils ont été seulement réédités aujourd'hui, donc pour des repères émis en 2019. Donc ici une comparaison sur un tableau. Donc ça c'est les nouveaux repères. Et on voit ici les légumineuses qui ont été intégrées alors qu'avant elles étaient dans ce groupe-là, féculent, qui est maintenant séparé en 2 groupes distincts. On remarquera également que la charcuterie fait son apparition et que le groupe VPO historique a été divisé en 2 parties significatives, donc viande et volaille et poissons et fruits de mer. Donc l'objectif de ce stage était d'analyser la redéfinition de la place des légumineuses dans les politiques de nutrition santé et notamment au sein du PNNS. Le cadre théorique était une analyse sociologique de la nutrition, une sociologie de l'expertise. On ne s'est pas vraiment intéressé aux consommateurs, on s'est surtout intéressé aux experts qui font les recommandations nutritionnelles. La méthodologie est une méthodologie qualitative principalement, donc on s'est basé sur 34 entretiens semi-directifs, 4 observations dont 2 participantes et une analyse d'un très vaste corpus documentaire, donc les recommandations nutritionnelles, les avis et rapports des instances d'évaluation, donc ANSES, HCSP, au Conseil de la santé publique, etc. Donc premier constat, les controverses et débats sont largement dominés donc pour les légumineuses autour du rééquilibrage protéines animales et végétales, comme on l'a vu tout au long de ces 2 journées. Et notamment, qu'est-ce qu'on fait de ce rééquilibrage? Est-ce qu'on complémente? Est-ce qu'on substitue? Est-ce qu'on supprime? Et donc on est aujourd'hui à 2 tiers, 1 tiers. On dit qu'il faut repasser à 50-50. Il y a beaucoup de variables sur ces questions-là, donc il faut trancher. Mais c'est pas ce débat qu'on pense particulièrement nutritionnel n'est pas purement nutritionnel parce qu'il est influencé par d'autres facteurs qui ne sont pas du tout de cet ordre-là, notamment le bien-être animal, la religion, l'accessibilité financière, etc. L'environnement, bien sûr. Et donc les légumineuses, dans ce contexte-là, sont les candidates idéales, peu chères notamment, et très riches en protéines. Donc je ne vais pas revenir en détail sur ces points. Donc la nécessité de végétaliser l'alimentation qui infuse aujourd'hui dans les débats politiques implique de nouvelles connaissances, dans la mobilisation de nouvelles connaissances et donc potentiellement de nouveaux experts qui ne sont pas forcément en lien avec le sujet protéines comme nous l'avons vu au cours de cette étude. Donc, je vais commencer par une politique publique particulière. Donc, le GMRCN, en fait, c'est le groupement d'études de restauration collective et nutrition, qui est le pendant du PNNS, mais pour la restauration collective. Et il est tiraillé par la question du plat végétarien, comme nous l'avons vu tout au long de nos entretiens. Et en fait, ce qui est beaucoup ressorti, c'est que les connaissances n'étaient pas suffisantes pour eux pour statuer sur justement cette question des légumineuses, de leur place, notamment sur le rééquilibrage protéines végétales, protéines animales, et surtout sur l'équilibre entre céréales et légumineuses, qui est un équilibre important à trouver. Donc pour eux, pour ces experts-là, il n'y avait pas suffisamment de connaissances en 2015, donc ils ont quand même défini un plat protéique végétarien dans lequel ils définissaient les légumineuses et le rééquilibrage céréales-légumineuses, mais sans le valoriser par manque de connaissances. Pour le PNNS, c'était une évidence, comme nous l'avons vu, pour les experts, d'où les guillemets, mais pas forcément non plus en lien avec les protéines, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, surtout en lien avec les fibres.
Donc, comme nous l'ont dit beaucoup d'experts, les débats au sein des instances ont beaucoup tourné autour des fibres et non des protéines. Donc, troisième point, c'est cette volonté de végétaliser l'alimentation dans les politiques publiques n'est plus seulement motivée par la seule motivation nutritionnelle. Donc, je vais prendre plusieurs exemples sur qui sont placés dans un futur proche. Premièrement, l'ANSES, qui s'est auto-saisi pour créer des repères spécifiquement pour les populations flexitariennes, végétariennes et végétaliennes. C'est en cours d'étude, ce n'est pas encore fait, mais c'est la volonté de leur part de se défaire du mangeur omnivore, pour passer à des mangeurs très spécifiques. Également, le GMRCN, donc le groupement d'études restauration collective, s'est réuni pour la première fois en septembre 2018 pour vraiment statuer sur l'équilibre nutritionnel des plats protéiques végétariens, parce qu'il y avait vraiment une question sur ces points-là à satisfaire. Et donc là, on voit ici sur ces deux exemples-là que les politiques publiques alimentaires accompagnent la végétalisation, qu'elles essaient de retranscrire des choses qui ne sont pas forcément d'ordre nutritionnel en recommandations nutritionnelles, notamment sur le cas du GMRCN en restauration collective. Ce qu'on a beaucoup vu au cours de l'étude, c'est que c'est un sujet majoritairement religieux, le sujet du plat protéique, du plat végétarien, où les légumineuses sont intégrées. Et cette question religieuse doit être transcrite dans un contexte nutritionnel, ce qui les pousse à vraiment créer de nouvelles recommandations. Sujet beaucoup plus d'actualité, enfin très d'actualité aujourd'hui, la loi alimentation. En deuxième lecture du projet de loi alimentation, l'Assemblée nationale a décidé d'expérimenter un plat végétarien par semaine en restauration scolaire pendant 2 ans. Actuellement, le projet de loi est encore en débat, mais ça, c'est un pas très important. Et donc, on voit bien là que les politiques publiques alimentaires, maintenant, veulent inciter la consommation de plats végétariens, donc de légumineuses, qui sont souvent évoquées au sein de ces débats, quand on regarde les débats parlementaires. Et ici, poussé principalement par le lobbying environnemental et surtout une association principalement, Greenpeace, qui a écrit beaucoup d'amendements dans ce sens-là. En conclusion, les légumineuses dans les politiques publiques ne se résument pas seulement à cette question du rééquilibrage protéines animales et protéines végétales. Elles sont beaucoup plus vastes que cela, même quand on reste dans le cadre nutritionnel. Elles sont aussi, le cas des légumineuses est aussi révélateur et accompagne une désectorisation des politiques nutrition-santé qui passe notamment par une redéfinition du processus d'expertise nutritionnelle. Merci pour votre attention. Merci Hugo. Tu as de multiples casquettes. Je voulais en profiter pour le remercier parce qu'il a participé grandement au très bon fonctionnement des journées et en particulier de l'amphi. Donc merci d'avoir été à l'écoute et disponible, et puis pour ton travail. Donc je vais proposer à la salle de poser une question. Merci. J'ai peut-être loupé un truc, enfin une question de Béotien. Vous avez parlé de 34 entretiens semi-directifs, mais avec qui ? De qui ? Avec qui ? Ah oui, c'est vrai que là, en 3 minutes, j'ai pas pu préciser. Mais d'accord. Mais... donc c'est majoritairement des experts qui sont présents dans les instances qui vont redéfinir ces recommandations nutritionnelles. Donc des nutritionnistes qui sont déjà estampillés experts. Ah oui, notamment des membres de l'ANSES, des groupes de travail, etc. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question rapide ? Oui. Non. Si. Il y a. Oui. C'est une question qui me vient à l'esprit parce que j'étais la semaine dernière à la restitution sur la consommation durable en Occitanie. Et du coup, j'ai cette question qui est de savoir si on regarde donc ce qui se passe au niveau national et au niveau plus régional, voire local, est-ce que vous avez pu voir des différences dans en termes de politique publique ? Alors, l'étude était vraiment axée sur l'expertise et le processus d'expertise qui a mené à cette nouvelle définition des recommandations nutritionnelles. Donc, on n'a pas vraiment vu le côté local. En revanche, pour le GMRCN, on est allé un tout petit peu plus loin, donc sur les recommandations spécifiquement pour la restauration collective. On a vu que localement, donc on a interrogé notamment des chefs de cuisine, etc., qui nous ont dit que finalement ces recommandations nutritionnelles n'étaient pas utilisées par les chefs de cuisine ou même par certains nutritionnistes qui conseillaient les chefs de cuisine. Donc on voit bien qu'il y a un décrochement, on l'a vraiment pas étudié en détail, mais qu'il y a entre les recommandations officielles pour les restaurations collectives et ce qui est fait dans la réalité, il y a vraiment des fois des choses qui communiquent pas. Voilà. Merci. Et en revanche,
on va pouvoir avoir un regard davantage européen, puisque dans le cadre de Lake Value, Hugo va travailler sur une enquête auprès de la restauration collective au niveau européen. Donc on aura d'autres résultats. Merci. Excusez-moi, juste ce qui nous frappe au niveau canadien, c'est que, alors qu'ils avaient quasiment pas de pulsis il y a encore il y a une vingtaine d'années, hein, aujourd'hui, ça va plus de 11 kilos par habitant. Il faudrait aller voir comment ils s'y sont pris. Parce qu'aujourd'hui, le niveau d'appropriation consommateur chez les Canadiens est assez hallucinant. Si vous avez des données, on est preneur, mais si ça n'a pas été fait, il faudrait aller voir comment ils sont accompagnés, l'intégration dans la diète d'autant de légumes secs. Est-ce que ça a été économique? Est-ce que ça a été sociologique? Comment ça s'est passé? Oui. Donc maintenant, on va repasser à une communication plus longue de 15 minutes. Avec Zora Bouamra, qui va nous parler de l'adoption par les consommateurs de produits innovants et le cas des desserts fermentés au yaourt. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter une étude économique donc sur l'adoption par les consommateurs de yaourt au soja. Donc ici on traite de soja par rapport à tout à l'heure qui était plutôt des légumes secs. C'est une étude qui a été faite par un étudiant de master lors de son stage l'année dernière, donc Louis Sirug, et qui a été encadré par Vincent Ricciard qui est ici dans la salle et moi-même. Donc je vais essayer de restituer au mieux son travail. Donc je ne vais pas revenir sur les motivations parce que je trouve qu'elles ont été très bien synthétisées par les présentations précédentes. Ce que je voudrais dire, c'est simplement, c'est que ici, c'est que nous, on va se focaliser plutôt sur le comportement des consommateurs. Qu'est-ce qui va déterminer le comportement des consommateurs dans l'achat de produits de type donc soja, et également comment les firmes peuvent-elles faciliter ou pas d'ailleurs l'adoption de ces produits-là. D'accord ? Donc c'est une vue plus marché. Et pour cela, en fait, je vais utiliser une base de données que je vais vous présenter dans une seconde, et puis j'irai un peu plus spécifiquement sur les deux questions. Donc, comme je vous l'ai dit, donc on va se focaliser sur le marché des yaourts. Alors quand je parle de marché au yaourt, c'est yaourt soja et yaourt non soja, donc laitier, lait de vache. Pour cela, on a utilisé des données d'un panel de consommateurs que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est les données Kantar, donc qui nous permet de suivre les achats de tous les produits alimentaires des consommateurs. C'est avec un panel de 20 000 consommateurs. Ce qui est intéressant dans cette base de données, c'est qu'on peut la suivre donc sur long terme, enfin moyen terme, et également que ça nous donne des éléments sur les caractéristiques à la fois des consommateurs qui achètent ces produits et sur les produits qu'ils achètent. Donc soja par soja, marque nationale versus marque de distributeur, etc. Donc, étant donné ces données, donc voici un peu ce qu'on peut déjà décrire sur le marché du yaourt dans sa globalité. Alors, je suis désolée, je sais pas comment faire, je me tourne. Hop. Donc, ce qu'on peut voir, c'est première chose qu'on peut voir, c'est que la part de marché des yaourts au soja reste très faible par rapport aux yaourts au lait laitier, normaux, avec une part de marché qui reste inférieure à 2%, même si depuis 2011, on a l'impression qu'on voit une légère croissance avec un niveau qui rejoint un peu les niveaux de consommation maximale qu'on avait vers 2005. Donc ça, c'est la première caractéristique. La deuxième caractéristique que l'on peut voir, c'est que si on compare les prix d'un yaourt au soja, le prix moyen d'un yaourt au soja et celui d'un yaourt au lait, on voit qu'il existe un fort différentiel de prix qui est environ de 30%, même si cet écart dans le temps c'est un petit peu réduit. D'accord ? Maintenant, si je me concentre
plus directement sur le marché des yaourts au soja, donc que soja, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir tout d'abord que on a la présence, donc, je ne sais pas si vous voyez mon petit, pourquoi il ne marche pas? Là, voilà. La présence d'une marque leader sur le marché. Mais en plus de ça, ce que vous pouvez regarder, c'est qu'il s'est passé plein de petites choses sur ce marché. Alors, tout d'abord, dans les années 2004-2005, on a vu apparaître l'entrée sur le marché des leaders, des fabricants de yaourts au lait, ici. Mais ces fabricants sont rapidement sortis du marché. En revanche, un petit peu plus tard, on a vu l'entrée des marques de distributeurs, mais eux, dans le temps, ont vu leur part de marché augmenter, d'accord, progressivement. Donc, on a une montée en puissance des marques de distributeurs dans ce secteur. Le résultat en termes de part de marché, hein, on peut voir que, en termes de prix, c'est qu'on peut voir que ça résulte à une baisse de prix, du prix moyen donc de la marque nationale leader sur ce marché-là, d'accord. Même si elle reste ce prix, même s'il reste au-dessus des prix des marques de distributeurs. Donc, pour aller un petit peu plus dans le détail, on a voulu essayer de comprendre quel pouvait être l'effet de gamme, hein, de la variété qui était offerte aux consommateurs entre les marques de distributeurs et les marques nationales, pour voir si ça pouvait agir sur la compétition entre les deux types d'acteurs. Donc, ce qu'on peut voir déjà en termes descriptifs, c'est que la marque leader offre une gamme de produits qui est nettement très supérieure à celle qui est offerte par les marques de distributeurs. Ce qu'on peut également voir sur un marché dans lequel il y a concurrence directe entre marques de distributeurs et marques nationales, c'est que dans le temps, les marques de distributeurs, en termes de part de marché, ont dépassé la part de marché de la marque leader. D'accord. Et deuxièmement, que le prix, donc l'écart de prix, c'est un petit peu réduit dans le temps, mais tout de même avec des produits de la marque leader qui restent 25% supérieurs à ceux des marques de distributeurs. Donc, si on peut résumer un petit peu cette séquence sur l'évolution des marchés, ce que nous avons retenu donc de cette étude-là, c'est d'une part que le secteur du soja, finalement, il occupe une place très minime dans le marché des yaourts, mais cependant, on constate une faible croissance sur le marché du yaourt, hein, une amorce de croissance, c'est sur la fin de la période. La deuxième chose qui nous paraît intéressant, c'est de voir que ce secteur, il est dominé par un leader français donc sur le yaourt au soja, et que ce leader, dans le temps, est resté en situation de monopole, quasi-monopole, peut-être grâce à une situation, grâce à une offre de variété qui est plus importante, chose qui nous reste encore à étudier un peu plus pour voir si effectivement c'est bien le cas ou pas. Et enfin, peut-être que cette situation monopolistique peut être expliquée par un attachement fort des consommateurs à la marque, chose qui aussi reste à regarder, étant donné la croissance importante des marques de distributeurs dans le temps sur ce secteur, ou du moins pour certaines variétés des yaourts au soja. Donc si je passe maintenant à l'autre partie, donc consommateurs, essayer de regarder un peu plus comment ils ont adopté les yaourts au soja. Alors je pense que ce graphique, il est symbolique. Hein. On voit que d'une part, pardon, je me trompe de bouton. D'une part, je suis désolée, je manie pas bien mon. Vous voyez je ne le vois plus. Bon, c'est pas grave, je vais faire autrement. Donc, si vous voyez la courbe du haut, vous montre le nombre la part des consommateurs qui achètent uniquement des yaourts au lait animal. Donc vous voyez qu'elle est très proche des 100%, hein, là-haut. Par contre, si on regarde la part des consommateurs qui consomment uniquement des yaourts au soja, vous voyez qu'elle est dans l'épaisseur du trait, hein, du zéro. Donc c'est inférieur à moins de 1%. Donc, si maintenant on regarde un peu ceux qui consomment les deux, donc à la fois, donc c'est des ménages, hein, à la fois des yaourts au soja et des yaourts
donc à base de lait animal, on peut se rendre compte que 75% de la population consomme moins de 20% de produits au soja. Donc c'est une fraction minime des consommateurs qui achètent le plus de yaourts au soja. Donc, avant de vous montrer un peu notre étude que nous avons faite pour mieux comprendre les déterminants, je vous récapitule très brièvement quelques résultats de la littérature qui portent sur les déterminants d'adoption des innovations, donc de nouveaux produits par les consommateurs. Donc ici, j'ai répertorié, donc en plus des prix, bien entendu. Donc on a plusieurs types d'études et qui mettent en avant soit l'implication, l'impact des caractéristiques démographiques telles que l'âge, le revenu, bien sûr, et l'éducation, mais également des caractéristiques psychographiques, des caractéristiques du produit ou alors des éléments extérieurs comme la publicité. Dans notre cas, étant donné les données que nous avons, nous sommes capables uniquement de regarder le premier type de déterminant, c'est-à-dire les caractéristiques démographiques des consommateurs qui achètent le produit. Donc c'est sur cette partie-là que je vais vous montrer les résultats qui suivent. Donc nous avons fait une analyse pour essayer de comprendre finalement quelle était la probabilité d'achat du yaourt au soja par les consommateurs, en prenant en compte différentes caractéristiques de ces consommateurs, donc le revenu des ménages, l'âge de l'acheteur dans le ménage, le genre de l'acheteur, si c'est une femme ou un homme, le degré d'urbanisation du lieu de résidence et la présence de jeunes enfants dans le ménage. Donc nous avons obtenu ces différents résultats. Donc nous avons vu que le revenu avait un effet négatif sur la probabilité d'acheter des yaourts au soja. D'accord ? Je vous fait la première ligne pour que vous puissiez comprendre comment ça se lit. Et que donc qu'une augmentation du revenu, alors je ne me rappelle plus quelle était l'unité, 1000, je crois, euros, non, je ne sais plus. Enfin, Vincent, si tu t'en souviens, enfin, bref. Il y a un faible effet d'augmentation du revenu sur la probabilité d'achat, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a également un faible effet, même s'il est positif, de l'âge sur la probabilité d'achat. Par contre, on trouve un effet un peu plus important pour le genre, donc si on est une femme, ça augmente la probabilité de 4%, et des éléments beaucoup plus forts qui sont l'urbanisation et la présence d'enfants, où on voit que plus on est urbanisé et plus ça augmente la probabilité d'acheter des yaourts au soja. Et au contraire, plus on a des enfants et plus ils sont jeunes, et moins on a de probabilité d'acheter des yaourts au soja. Pour aller un petit peu plus loin, parce qu'ici, on a simplement le résultat sur la probabilité d'achat, mais on ne sait pas si ces consommateurs vont acheter une fois le yaourt au soja ou s'ils vont l'acheter sur une période plus longue. Donc, on a fait une autre étude pour essayer de comprendre ce qui se passait pour différentes catégories, donc les acheteurs, on va dire, ponctuels, les acheteurs à plus moyen terme, ceux qui adoptent à plus moyen terme, et enfin ceux qui adoptent sur une période un peu plus longue. Ici, on a choisi 24 mois comme pas de temps. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat ? Donc ici, vous voyez que par rapport, alors je ne sais pas si vous vous souvenez des résultats précédents, mais par rapport aux résultats précédents, on a des résultats qui sont beaucoup moins clairs, beaucoup plus mixtes. Ce qu'on retrouve, c'est l'effet fort de l'urbanisation et de la présence d'enfants qui agit négativement, quel que soit le type d'adoption, à court terme, ou moyen terme ou long terme. Et par contre, sur les revenus et l'âge, on voit que les résultats sont beaucoup plus mixtes. Donc on a des adoptions différentes quand on achète une fois le produit ou si on l'achète à beaucoup plus long terme, avec des effets de l'âge cette fois qui sont positifs uniquement pour les achats à plus long terme. Donc, et je vais arrêter là. Quelques implications et conclusions par rapport à cette étude. Donc, premièrement, par rapport à la stratégie des firmes. Donc, on a vu qu'il pouvait avoir un effet variété qui était important.
On a vu également qu'il y avait un maintien des prix élevés malgré la concurrence de la grande distribution. Donc, est-ce que ces prix élevés sont un frein à l'adoption? C'est une question qu'on souhaiterait regarder donc, dans nos prochains travaux, en prenant en compte, bien sûr, le rôle des coûts de production, des effets d'apprentissage pour les consommateurs et de la concurrence avec les marques de distributeurs. Par rapport donc aux déterminants de l'adoption par les consommateurs, on a vu donc il y avait des effets positifs du revenu, de l'âge et du fait d'être une femme sur la probabilité d'achat, mais que si on regarde à plus long terme, ces effets-là sont beaucoup plus complexes que ça, donc à prendre en compte. Et par contre, un effet qui est persistant, c'est celui de l'urbanisation et de la présence d'enfants. Donc ça nous pose la question d'essayer de mieux comprendre finalement l'impact des modes de vie et de composition des familles, etc. sur ces demandes, sur ces adoptions de nouveaux produits. Et à tout ça, bien sûr, il faudra qu'on essaie de prendre en compte le plus précisément le rôle des préoccupations de santé et environnementales sur ces modes de vie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Voilà. On a des petits problèmes techniques. Voilà, merci Zora. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Je vois qu'il y a déjà une question dans la. Ah, il y en a plusieurs même. Je monte. Oui, j'imagine que vous n'avez pas eu accès directement aux participants, puisque c'était l'étude, pour leur demander les raisons d'achat. Non, parce qu'effectivement, là, on fait parler les données qu'on a, et c'est des données, en fait, c'est des données scannées, donc les consommateurs vont dans les magasins et ils scannent, donc on n'a pas leur motivation, malheureusement. Je crois qu'il y avait Marie-Jo, une question. Attends. Moi, je me suis posé la question si c'était pas juste des intolérants au lactose et qui consommaient des produits de soja. Donc ma question, est-ce que vous avez accès aux autres produits qui sont disponibles sur le marché à base de soja, et justement ils ont ouvert leur répertoire alimentaire sur des produits autres que les yaourts, parce que les yaourts au soja sont connus depuis. Enfin, pour moi, c'est pas un produit innovant. Oui, alors on a dit produit innovant. Effectivement, c'est parce qu'en fait on voulait regarder dans le temps. Donc c'est des produits qui ont été introduits au début des années 80, donc on voulait voir ces produits qui avaient été introduits. Parce que si on veut faire une analyse, il faut avoir des données dans le temps et pour voir comment elles ont été adoptées. Donc effectivement, si on prend des produits qui existent maintenant, c'est pas possible. Mais on est d'accord avec vous parce qu'une des conclusions, c'est qu'on a vu aussi dans notre présentation, c'est que la part de ces produits-là reste très très faible finalement dans l'alimentation, et donc une des raisons peut être celle-ci. Et effectivement, c'est une bonne idée d'aller chercher d'autres produits. Alors, je ne sais pas lesquels, il faudra qu'on réfléchisse. Il y en a plein, des produits. Oui, voilà, il faudra qu'on réfléchisse par rapport aux données qu'on a. Les produits qui sont, voilà, et de manière à pouvoir voir effectivement si on a le même produit. On a en tête de regarder déjà sur le lait. Oui, le soja, puisque c'est un autre produit. Il y a l'effet substitution. Donc, moi, je suis pas très étonnée quand il y a des enfants, les gens achètent des produits laitiers. Oui, mais si c'était pour des raisons d'intolérance, on pourrait penser qu'ils achètent des produits laitiers et des produits au soja. Or, c'est pas ce qu'on constate. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est avec les nouvelles normes du PNNS, les produits laitiers, le repère de consommation maintenant est à 2 au lieu de 4, 3-4, et c'est de voir si vraiment l'appropriation vers d'autres. Donc ça, vous les aurez peut-être en 2000, un peu plus tard, quoi. Oui, mais c'est une bonne idée, oui. Merci. Il y a une dernière question en haut. Oui, moi je voulais savoir si par rapport à la stratégie des firmes, il y avait une dépendance entre le leader et les distributeurs. Est-ce que par exemple, ils faisaient une partie de la production pour les marques distributeurs ? Alors, ce qu'on a vu, alors, à part que la marque leader, c'est la marque leader qui existe, elle vend qu'en grande distribution. Il existe une autre marque de ce fabricant qui est vendue sous une autre marque, le nom d'une autre marque dans les autres réseaux de distribution. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Moi, je peux répondre à cette question, parce que là, il s'agissait du réseau GMS.
Non, le cas, tout réseau. Réseau spécialisé aussi, magasin bio. Tout réseau, oui, tout réseau. Parce qu'au niveau de la marque distributeur, il y a un opérateur spécifique qui produit pour la marque distributeur, mais qui n'a pas de marque propre. Merci beaucoup. Merci. Donc on va repasser à présent à deux communications flash pour finir ensuite la session. Peut-être qu'on aura un petit peu de temps pour quelques questions à la fin pour ceux qui sont restés sur leur faim pour toutes ces belles présentations. Donc on va passer, donc je vais passer la parole donc à Noémie Simon qui en fait nous remplace donc Alix. Alors j'ai peur d'écorcher son nom, Céard de Sojaxa. Donc Noémie Simon qui est donc de Terre Univia et qui a suivi donc le montage du baromètre 2018 sur la consommation de produits justement au soja encore et en France. Ça fait une belle transition. Effectivement, Terre Univia compte dans ses familles professionnelles Sojaxa, donc qui est l'association des fabricants de produits au soja français que nous accompagnons depuis longtemps et qui ont pris initialement un engagement d'approvisionnement en graines françaises et qui sont aujourd'hui sur les sites de transformation à 100% graines françaises. Donc on les accompagne. Et là, pour la deuxième édition de leur baromètre, donc le premier avait été fait en 2014. Donc là, on les a encore soutenus pour cette action et mieux connaître comment se positionne le consommateur. Alors là, on est sur du coup une méthode directe qui va être très différente, mais qui va apporter d'autres enseignements. Donc comme ces flashs, ça va être assez rapide. Il y a un poster aussi, et puis après, si vous avez des questions, ils pourront aussi répondre à vos questions. Je vous donnerai leurs coordonnées. Donc, un premier enseignement de ce baromètre, c'est que, alors là, on parle de tout produit au soja. On n'est pas que sur des desserts fermentés. Que le soja se démocratise puisque 6 Français sur 10 ont déclaré dans cette enquête-là avoir consommé des produits au soja. Je précise juste que c'était une enquête sur Internet auprès d'un échantillon représentatif de la population française de 1020 individus, je crois, comme ça avait été fait pour la première édition. Donc on est sur du déclaratif. 6 Français déclaraient avoir consommé un produit au soja, et c'est donc une croissance de plus 49% en 3 ans. Donc quand même très important par rapport à ce à quoi on s'attendait. Et 25% des acheteurs de produits au soja ont l'intention, enfin déclarent avoir l'intention d'augmenter leur consommation dans les 2 prochaines années. Alors on l'explique par évidemment le bruit médiatique autour de la végétalisation, de l'alimentation, etc. Et puis également par du côté des industriels, l'augmentation de l'offre de produits au soja, mais aussi de produits végétaux de manière générale, qui n'ont pas forcément les mêmes propriétés, mais une offre qui se diversifie énormément, et en particulier depuis 2 ans. Alors parmi les consommateurs d'aliments au soja, ce n'est pas seulement un type de produit au soja. En moyenne, c'était 3,5 types de produits achetés dans l'année. Et donc les secteurs qui ont connu une plus forte augmentation, donc une plus forte adhérence du consommateur, sont principalement les aides culinaires au soja, donc en remplacement de tout ce qui est crème, les plats traiteurs, donc plats cuisinés, 41%. Et puis enfin, ce que les professionnels appellent les cœurs de repas, donc qui vont vraiment venir en substitution de la viande, qui ont connu une expansion de 69%. Et c'est vrai que c'est un secteur qui était aussi, il y a 4 ans, tout petit, donc qui partait d'assez bas et qui a connu une forte augmentation. Après, les consommateurs ont été interrogés sur leur perception, leur acte d'achat. Et donc, ce qui ressort de l'enquête, les points les plus importants, c'est que pour eux, effectivement, les produits au soja s'intégraient, alors bon, avec les biais de l'étude quand même, de réponse un petit peu attendue par rapport à la question, qui s'intègrent parfaitement dans une alimentation équilibrée, disons quotidienne, donc 7 Français sur 10, qui permettent d'équilibrer les apports en protéines animales et végétales, et ça je pense effectivement que c'est en lien avec l'effet aussi, bien entendu, du message des pouvoirs publics, peuvent être consommés au quotidien, donc 6 Français sur 10, de même que peuvent agir favorablement sur la santé.
et sont des aliments faciles à cuisiner. Donc on est sur l'aspect santé, enfin aliments sains, et l'aspect quotidien et facile à utiliser. C'est vrai que l'offre s'est diversifiée depuis plusieurs années. Les autres points intéressants, enfin nous en tant qu'interprofession qui nous ont beaucoup, interpellés, c'est principalement sur les attentes qu'ils en ont en termes d'information. Alors déjà, 4 Français sur 10 n'ont pas du tout connaissance de l'absence de lactose dans les boissons et dans les desserts au soja, alors qu'il n'y en a pas et qui peuvent répondre à un besoin nutritionnel, mais pour une petite marge de consommateurs, effectivement. L'autre point important pour nous, c'est qu'un Français sur 10 sait que les produits au soja sont issus de cultures non OGM. Donc 9 Français sur 10 ne savent pas vraiment. Et même parfois, il y en avait même un certain, je n'ai plus le chiffre en tête, mais qui pensaient que de toute façon le soja présent dans les rayons était du soja OGM. Donc c'est un point sur lequel de la pédagogie est nécessaire. Et enfin, 5 Français sur 10 n'ont pas conscience que la culture du soja est respectueuse de l'environnement, du fait notamment que sur nos industriels qui ont élaboré cette étude se fournissent en soja français qui ne nécessite pas de déforestation et que le soja fait partie de la famille des légumineuses. Donc ces 2 derniers points, en tant qu'interprofession, étaient vraiment d'importance, surtout dans un contexte de mise en place d'une charte de soja français. Et je crois que voilà, c'est tout. Donc merci beaucoup pour votre attention. Oui, merci. Donc Noémie, on a le temps pour une question. Est-ce que pour ce baromètre, il y a des comparaisons avec d'autres pays européens ? Non, pas du tout. Par contre, ce qui serait intéressant de voir, et je rebondis par rapport à la présentation tout à l'heure aussi, c'est que depuis 1 an et demi, on voit apparaître d'autres produits végétaux. Et je pense qu'il y aura pas mal de choses nouvelles à voir et à essayer de comprendre dans le comportement des consommateurs. Donc des produits qui sont très différents au niveau nutritionnel, mais qui restent sur un positionnement végétal, et voir comment ça se passera au niveau, on parlait tout à l'heure par rapport au PNNS, le switch entre produits laitiers, et enfin sur cette catégorie-là. Merci. Donc on va enchaîner donc sur la dernière communication flash. Donc quand les cantines prennent de la graine et font la part belle aux légumineuses. Donc Stéphane Vera de l'association donc 1+ Bio, donc association française. Donc pour 3 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Stéphane Vera, je dirige l'association nationale 1+ Bio, qui est le premier réseau des cantines bio et rebelles. Donc peut-être mon intervention m'a un peu dénoté par rapport au précédent parce que j'ai pas un parcours ni de chercheur, ni une thèse à vous présenter. Par contre, je trouve très intéressant, c'est de vous relater peut-être ce qui remonte aujourd'hui du terrain, et notamment dans le domaine de la restauration collective, à partir d'une entrée d'un chantier qu'on appelle les cantines prennent de la graine. Mon intervention va peser sur 3 axes. Une présentation très rapide de notre structure, un éclairage sur une enquête de l'Observatoire de la restauration collective sur les graines, et puis derrière les outils justement pour accompagner cette transition et ces changements. Alors, 1+ Bio, on existe depuis 17 ans, on est basé à Nîmes, notre siège est à Nîmes dans le Gard, donc en Occitanie. On a une expertise avec 3 métiers qui sont la formation, l'accompagnement des collectivités. On a un club des territoires, on a une des rares structures à regrouper les élus. D'ailleurs, il y a la ville de Dijon qui est membre et qui a fait un bond considérable en fréquentant les autres de notre réseau. Et puis, depuis 2 ans, on a voulu avoir un baromètre plus précis de ce qui se passait en restauration collective. On a créé un observatoire, on s'est auto-saisi de ça. Et notamment, cette année, on l'a croisé avec un autre programme de recherche que vous connaissez peut-être, avec l'Université de Nantes, qui est le programme LASCO sur les politiques alimentaires. On essaie dans notre association de porter 5 valeurs, et les gens qui travaillent avec nous, notamment les gens qui adhèrent au Club des territoires, essaient de converger vers ces 5 valeurs. C'est d'abord de rendre l'alimentation biologique accessible à tous, et par la restauration collective, vous comprenez qu'effectivement, c'est un des moyens. De rétablir des relations équitables entre acteurs de la restauration collective,
Et je ne vous cache pas que ce matin, ce que j'ai un peu entendu m'inquiétait sur une prégnance, notamment de l'industrie, de tisser des liens sur les territoires par des choix de restauration cohérents, d'inscrire la protection de l'environnement en s'appuyant sur les menus et surtout d'agir sur la santé des convives, puisque l'acte numéro 1 d'une restauration, c'est d'amener les gens en bonne santé jusqu'à la fin du repas. Les enjeux de notre chantier sur les cantines prennent de la graine, c'est d'éduquer pour amorcer les changements alimentaires. Et vous l'avez précisé, Sandrine, tout à l'heure, il y a un véritable dossier sur lequel il faut mettre de l'énergie et des moyens. L'autre enjeu, c'est d'agir sur la santé de la population par l'assiette. Et on voyait dans les recommandations nutritionnelles qu'il y a plein de vertus de rééquilibrer avec de la protéine végétale et notamment des légumineuses. Et puis, c'est pour nous de participer à une cohérence agroécologique, puisque en voulant développer l'agriculture biologique, il nous paraissait aussi essentiel de soutenir justement les productions végétales dans les rotations et de revenir justement à des filières qui peut-être aujourd'hui font défaut en France. Nos actions sur ce champ-là, ça a été de constituer un collectif de cantines, une petite faute, je m'excuse, qui prennent de la graine pour capitaliser justement les remontées de terrain, de partager ses réussites et notamment les recettes, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a beaucoup en fait d'imaginaire et surtout de produits transformés, alors que nous en restauration collective on essaie à partir de la notion de culture culinaire, et Dieu sait si peut-être en France on peut aller puiser justement sur des recettes qui sont super intéressantes et qui sont gustatives et qui plaisent notamment aux jeunes convives. Et le dernier point, c'est de collecter des informations à travers un observatoire. Je vais vous présenter rapidement cet outil parce qu'il pourrait peut-être, en tant que chercheur, vous intéresser parce qu'il est tout nouveau. Et il est sur une cohorte de gens aujourd'hui de plus de 3500 sites de restauration qui ont tous des politiques volontaristes, mais néanmoins, c'est une mine d'informations pour vous tous. Alors là, je vais vous présenter ma deuxième partie qui est celui de, rapidement, ce qu'on a trouvé, et on démarre justement avec l'Observatoire, un échantillon en 2018 où on a à peu près 3000 sites qui ont répondu, ce qui fait 500 000 convives. Et les éclairages de l'Observatoire nous montrent que les cantines bio s'ouvrent de plus en plus, puisque vous verrez 80% proposent aujourd'hui une alternative végétale. L'équilibre du budget des collectivités se fait justement grâce à des nouvelles recettes. Et la diversification des protéines est un levier pour augmenter l'achat de viande bio locale. Là aussi, pour nous, c'était important de ne pas cliver et de montrer que tout le monde était gagnant. C'est-à-dire, si on introduit de la légumineuse, les choix des acheteurs vont aussi basculer vers de la viande de qualité qui ne pouvait pas s'offrir auparavant. Il n'y a pas que ces leviers-là, mais en tout cas, c'est un des leviers. Alors là, c'est tout neuf, on ne les a pas publiés, on les publie le 7 novembre, mais j'ai pensé que ça pouvait vous intéresser, puis vous n'allez pas le diffuser à la presse. C'est des résultats qui nous montrent que, en fait, sur la cohorte de gens qu'on a interviewés, qui ont répondu, 80% proposent des menus végétariens. Et il y en a très peu qui ne travaillent pas du tout les protéines végétales. Et quand on va sur un éclairage plus précis, on voit qu'il y a à peu près 30% qui font du quotidien ou de l'hebdomadaire en végétarien, ce qui est là aussi une grande découverte et qui vient peut-être renforcer la loi. Puis tout à l'heure, Hugo parlait d'un projet de loi. La loi, vous savez, a été votée le 2 octobre. Ce qu'on attend, c'est le décret qui va un peu, justement, nous guider sur cette fréquence de menus végétariens. Mais on sent qu'on est en train de passer un cap là-dessus en restauration collective. Autre élément qui peut être intéressant pour vous, on voit qu'un prix moyen de denrées dans la restauration... Oui, d'accord. Je termine juste. Oui, c'est ça. Voilà. Un prix moyen de denrées, c'est autour d'1,88 €. Et les gens qui mettent en fait des menus végétariens, ils arrivent à faire 30% de bio, 35% de bio, donc on est bien au-delà de la loi. Voilà. Je terminerai, si vous souhaitez regardez un peu ce qu'on fait, il y a plein d'outils, et justement, nous, notre volonté, c'est de partager. Donc, le dernier ouvrage qu'on vient de sortir, qui s'appelle « Je veux manger comme à la cantine bio », où il y a à peu près un quart de recettes qui sont végétales, qui sont faites par des chefs de restauration. On a un manifeste quand les cantines se rebellent, et qui donne ce volet positif sur la restauration. Et puis cet observatoire, avec un site en janvier qui sera absolument dédié
aux résultats détaillés. Je vous remercie de votre attention et surtout de m'avoir invité. Merci. Est-ce qu'il y a une question sur cette intervention? Oui, là-bas. Au milieu, voilà. Bonjour, juste une question courte. Pourquoi Rebelle? Pour justement montrer que tout à l'heure, quand ça a été abordé, les recommandations nutritionnelles, on s'était aperçu que beaucoup de nos membres ne tenaient pas compte forcément des recommandations nationales pour répondre à des enjeux de santé publique, c'est-à-dire éviter le gaspillage alimentaire, proposer une offre végétale plus importante, puisque vous avez bien vu que les menus végétariens, par exemple, sur le GMRSN étaient, je dirais, cantonnés à 3 repas sur 20. Et on voyait qu'il y avait de nombreuses villes qui s'affranchissaient de cela. Et du coup, c'est ça qui nous avait indiqué qu'elles se rebellaient un petit peu contre des recommandations. Donc c'est des pratiques, en fait, plus que des intentions politiques. Merci. Est-ce que vous avez des questions pour tous nos intervenants, notamment peut-être pour Sandrine qui est intervenue tout au début, qu'on a dû un petit peu du coup presser pour être sûr que tout le monde tienne dans les temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait reposer une question sur Sandrine? Pas sur Sandrine, pour Sandrine. Voilà. Moi j'en ai une sinon, mais est-ce que vous en avez une dans la salle? Non. Bon, visiblement. Tu nous as présenté, il me semble, donc Sandrine, des résultats qui étaient essentiellement donc sur la France, si j'ai bien compris, enfin typiquement sur les enfants français. Est-ce que ce type d'étude a été fait donc sur d'autres enfants, peut-être au Canada ou etc. Et quelles sont les différences si tu les connais? Alors en fait, il y a pas mal d'études qui ont été faites. Alors chez l'enfant français, c'est une des rares en fait. Il n'y en a pas énormément. L'enfant, c'est vraiment le parent pauvre, on va dire, des études consommateurs, voilà, avec une dimension, une acception assez large. Par contre, vous évoquiez effectivement le Canada et en particulier le Québec, en fait, qui est très très moteur par rapport au Pulses. Il y a vraiment une dynamique assez intéressante. Et ce qui est justement intéressant, c'est qu'ils ont utilisé tous les leviers en termes de praticité, finalement, qui correspondent au mode de vie. Et en fait, eux, ils sont sur un mode plutôt à l'anglo-saxonne, en fait, avec énormément de ce que nous on appellerait du grignotage, mais qui pour eux en fait correspond au mode d'alimentation un peu continu. Donc ils sont allés vraiment sur des produits vraiment hyper jolis, hyper pratiques, hyper sophistiqués d'un point de vue sensoriel, des petites barres de céréales, des petites barres de légumineuses avec des goûts hyper innovants. Et puis c'est vrai qu'ils sont moins sur le sucré en fait. Du coup, ça allait bien dans le sens de leur consommation. Nous, c'est vrai qu'au goûter, on va être plutôt sur une proposition. Alors je parle, pour l'enfant, plutôt sucré, alors que eux sont aussi bien sur du sucré, du salé. Et du coup, les légumineuses pour ça étaient déjà dans leur proposition sucrée, salée, tout à fait acceptable. Et ils ont vraiment innové sur des produits qui étaient fun en fait, qui étaient pratiques et qui étaient fun. Donc on n'avait plus l'image du légume sec. Je ne sais pas si vous avez vu le poster de Vincent Logel, justement, où discutait avec lui, où on voit que, pareil, dans les représentations des consommateurs, en fait, le légume sec est associé comme quelque chose un peu has-been et même de mortifère quelque part, parce que c'est sec par rapport, évidemment, en comparaison avec les légumes frais qui, eux, évoquent la fraîcheur, la jeunesse, etc. Et donc là, du coup, ils ont cassé complètement l'image du légume sec au profit d'un aliment qui était fun et qui était très dynamique. Et en plus, ils ont d'énormes problèmes d'obésité qui, évidemment, notamment infantile, qui ont conduit en fait à accélérer cette dynamique vers vraiment on prend en charge ces pulses. Et puis ils ont trouvé un nom sexy. Pulses, c'est vraiment ça pulse, quoi, vraiment. Alors que nous, légumineuses, c'est un terme qui n'est pas connu pour les mangeurs lambda, en fait. Il va parler plutôt de légumes secs. Et je vous dis, là encore, c'est une acception qui, finalement, un prototype qui renvoie à quelque chose qui n'est pas très funky. Voilà. Merci. J'ai une autre question pour rebondir sur les portraits chinois. Je voulais juste savoir de quand est-ce que ça datait. Alors, les portraits chinois datent exactement de début 2017. Donc après l'année internationale des légumineuses. Ouais. En fait, non, exactement fin 2016 et 2017, ouais. Ouais, alors moi ce que je voyais justement en vous écoutant, c'est peut-être l'opportunité de reconduire en fait ce genre d'études, parce que effectivement en 2 ans, je trouve que les données ont énormément changé. Mais pour autant, effectivement, on sait très bien qu'une connaissance, vous parliez des recommandations, avant qu'elles descendent dans l'esprit des mangeurs.
déjà pour changer ses représentations et jusque dans ses pratiques, à part effectivement chez les personnes, le mangeur extrêmement cultivé, éduqué, ça représente moins de 10% de la population, mais sur les 90 autres voilà, là il y a quand même des résistances, voilà, dont on a essayé d'identifier un certain nombre de causes. Oui, parce qu'on voit par exemple la Fédération nationale des légumes secs qui a fait une campagne de communication sur les super légumes secs, qui est du coup plutôt de la communication, vers le grand public, mais qui parle aux enfants. Et du coup, les verbatims qui ressortaient, qui étaient liés à la viande sur la puissance, la force. J'aimerais bien voir, en étant exposé à une campagne de ce genre, est-ce qu'il y a des changements? Alors, c'est exactement l'objet, en fait, une des options qu'on va intégrer dans le cadre de ce programme que l'on a, promouvoir effectivement les légumes secs en cantine. Donc j'ai vraiment bu du petit lait en vous écoutant, parce que c'est cette démarche de se réapproprier son alimentation et puis de briser les stéréotypes parfois négatifs par rapport aux légumes secs ou très positifs qui effectivement par rapport à la viande vont un petit peu faire de l'ombre en fait aux autres candidats potentiels. Donc on est vraiment dans cette démarche et on va être dans une option coparticipative. Donc c'est très tendance, n'est plus du tout sur la verticalité, donner des recommandations, c'est bon pour ta santé, donc vas-y finis ton assiette, ça marche pas, au contraire. Ça renforce le rejet, notamment gustatif, et donc ça renforce le fait que l'enfant il va pas en consommer, in fine, dès qu'il aura la possibilité d'être plus autonome par rapport à ses choix. Et au contraire, on est vraiment dans la valorisation à la fois du plaisir, du fun, et on va intégrer les enfants. Il y aura des chefs de menu, par exemple, dans les ateliers qu'on a prévus. Ils vont goûter les aliments, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça fonctionne mieux. Par exemple, le dipping, on a prévu à la fois des falafels, ce genre d'aliments, et en fait, juste le fait de mettre la main à la pâte, alors évidemment, on peut pas les faire participer à l'élaboration de ces produits, mais le fait de tremper en fait ces aliments. Il y a un côté ludique. Alors, un côté ludique, et puis on touche. Donc déjà, c'est un premier contact, une familiarisation, donc un apprentissage. Et cet apprentissage, c'est le meilleur moyen de favoriser le passage à l'acte et donc se l'approprier. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Il y a du monde des autres sessions qui nous rejoignent maintenant. Donc on voulait, Valérie et moi, remercier l'ensemble des orateurs de cette session très riche, oratrices et orateurs, qui a clôturé. Et comme la viande et les lentilles, il y a un secte. Non, mais on avait quand même deux orateurs. Exactement. Donc merci à tous et à toutes pour cette session très riche et très homogène, une homogénéité en tout cas dans les propos. Donc merci beaucoup. Merci.